Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jean Jreidini, expert en pierres précieuses depuis plus de 30 ans. Ensemble, nous allons découvrir ce monde que je dirais le monde de pierres de couleur, un monde magique, un monde où il n'y a que de la beauté. Nous allons évoquer différents sujets, le type de traitement, comment évaluer une pierre précieuse, les types de laboratoires qui sont réputés. Alors, Jean Jreidini, bonjour. Merci. Bonjour Nader. Merci. Tout d'abord, merci d'être venu. Merci à toi de m'accueillir. Quel grand plaisir. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours? Ok. Moi, je suis né dans une famille de joailliers, du côté de maman. Et donc, j'ai baigné dans ça depuis ma tendre jeunesse, comme on dit, il y a très longtemps. et puis j'ai fait mes armes chez ces joailliers de grande réputation. Et puis, j'ai voulu aller à mon compte. Donc, j'ai formé ma première société avec un ami à moi, un ami d'enfance, qui... on avait commencé à négocier les pierres de couleur. Ma passion, c'est les pierres de couleur. D'accord. Donc, on a commencé par le négoce des pierres de couleur. Après, avec le temps, on a grandi un peu et les familles se sont agrandies et cette société est devenue un peu trop étroite. Donc, j'ai préféré me retirer, j'ai vendu mes parts et j'ai ouvert à mon propre compte la société actuelle dans laquelle je fonctionne. D'accord. Voilà. Ok. Le monde de pierres de couleur est un monde très vaste. Quelle est la place des pierres de couleur dans le marché actuel? Alors, il faut parler de quel marché pour commencer? Je vais dire le marché. On va aller au marché mondial tout voilà. d'abord avant de rentrer dans le marché libanais. Les pierres de couleur, depuis très très longtemps, depuis si tu veux, la naissance du concept de la bijouterie, et ont toujours eu une place vraiment très, très importante, si tu veux, dans le monde. Au début, on leur attribuait un peu de magie, de guérisseurs, des amulettes, des choses comme ça. Mais c'est surtout un status symbole. Mais après, excusez-moi, mais après, au niveau amulette, lithothérapie et tout ça... On peut se tutoyer, c'est beaucoup mieux. Okay. Mais après, au niveau amulette et lithothérapie, ok, il y a des gens qui y croient, il y a d'autres qui n'y croient pas. Moi, personnellement, je n'y crois pas. On va laisser ça de côté. Exactement, ce n'est pas notre sujet, n'est-ce pas? Oui, exactement. D'accord. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout... les pierres de couleur, c'est surtout un statut social, un status symbol. Okay? Donc, plus c'est gros, plus c'est joli, plus ça brille, plus la couleur est intense et plus on est valorisé, si tu veux. Maintenant, tu me demandais la place des pierres de couleur dans le marché mondial, dans le marché mondial, avant de rentrer dans le marché libanais. Comme toute chose, il faut segmenter un tout petit peu. C'est-à-dire que quand on parle des pierres magnifiques, c'est des pierres de collection qui s'adressent à une élite de collectionneurs. Et c'est un tout petit marché où tout le monde se connaît. Et donc, ça devient très restreint et très secret, en fait. Et puis, il y a le marché de Monsieur Tout-le-Monde qui est divisé en... Ça, c'est plutôt commercial. Voilà. En fait. Okay. On est dans les marques qui sont branded et on est dans la mass production. Il y a deux sortes de marchés. D'accord. Et il y a des clients pour tout ça. Maintenant, les pierres de couleur ont une importance magnifique parce que ça dépend aussi de la personne qui le porte, de son état d'humeur, de la couleur de sa peau, de la mode qui suit, parce que souvent les pierres de couleur suivent beaucoup la mode des habits. D'accord. Donc, disons que cette année, je vais dire un peu n'importe quoi, je ne suis pas un fashion designer, mais à supposer que le vert prime, donc bien sûr, toutes les pierres vertes sont mises en... D'accord. Mais en parlant de pierres vertes ou bien d'autres pierres, ensuite, il y a une question importante, c'est quelles sont les pierres de couleur les plus prisées. Là, on aura par exemple le Big Four et on aura... Bien sûr. Les autres pierres qu'on appelle pierres fines. Il faut dire un peu ce que c'est le diamant, les corindons, c'est-à-dire le rubis et le saphir, les saphirs de couleur et l'émeraude.
These are the big four. Les gens, en principe, ne savent pas que le saphir peut exister en plusieurs couleurs. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais à part ceci, il y a déjà 200 variétés qui sont déjà utilisées en bijouterie. Je donne un exemple très vaste. Les grenats. Il y a la zavorite, il y a la spessartite, il y a le grenat allemandin. Il y a une vaste couleur. Les spinels, par exemple. Les spinels, à mon avis, c'est une pierre magnifique. Bien sûr. Et avec une palette de couleurs extraordinaire. Surtout sur la couronne de la reine d'Angleterre, c'était un spinel et c'était confondu au rubis. Tout le monde pensait que c'était un rubis, mais finalement c'était un spinel. Mais là, maintenant, quand certains clients ont dit « Ah, mais le spinel n'est pas précieux », mais après qu'ils entendent que la couronne de la reine d'Angleterre, en effet, c'est un spinel. Tout à fait. Ah, donc il est précieux. Donc voilà, ça c'est à mon avis, petite parenthèse un peu technique, les gens ont l'habitude de parler de pierres précieuses et de pierres semi-précieuses. Pour moi, l'appellation de pierre semi-précieuse est une appellation obsolète et caduque. Parce qu'il y a des pierres fines qui sont magnifiques, on va parler de pierres fines plutôt, qui sont magnifiques pour les distinguer des Big Four. Et il y a des pierres qui sont vraiment absolument magnifiques, qui sont très chères, qui peuvent parfois être beaucoup plus chères qu'une pierre provenant des Big Four. On va parler par exemple de l'alexandrite. L'alexandrite, en fait, qui change de couleur. Qui change de couleur, voilà, avec son phénomène qu'elle a, ou bien du cat's eye chrysoberyl, qui peut être quand il est honey color, et quand c'est une grosse pierre avec un phénomène vraiment où on voit le phénomène optique. Là, c'est magnifique aussi. Et ça peut aller très très loin. Exactement, mais là, voilà, c'est au niveau du marché au Moyen-Orient. La plupart des clients sont toujours intéressés par le diamant, l'émeraude, le saphir toujours le et diamant le rubis. En premier lieu, parce que c'est une société très classique. Exactement. Or que, si on va vers l'Europe, vers les US, il y a toujours une demande sur ce type de pierre dans le spinel, bien sûr, l'alexandrite, la tourmaline. Déjà, par exemple, un exemple très, très connu, c'est que la bague de fiançailles de Lady Di, c'était un saphir. Oui. Le prince Charles, à l'époque, avait fait sa proposition, his proposal, avec un saphir. Et elle voulait un saphir. Et ceci a donné, ça a ouvert les portes à beaucoup de gens. Parce que les gens, en principe, ont toujours besoin d'une star, d'une sommité. Suivre la mode et suivre la célébrité. Voilà, c'est ça le... Et c'est vraiment un sujet sur lequel il faut insister et peut-être le changer, en fait. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est en train de changer. Mais on va y arriver. Non, mais c'est en train de changer, en fait. Oui. Ouais. Alors, en parlant des saphirs, vous avez parlé des saphirs, des différents types de saphirs, les couleurs des saphirs. Il y a certains saphirs qui sont très recherchés, comme le Patparacha. Le Patparacha, Pouvez-vous nous en dire plus sur le Patparacha? Le Patparacha, c'est une pierre, c'est un saphir très particulier qui présente un mélange de couleurs qui est le rose, l'orange et le jaune, et avec une certaine dose. Et le Patparacha, maintenant un peu dans le marché, chaque pierre rosâtre ou un peu différente, on l'appelle Patparacha. Mais en fait, c'est une appellation, c'est une AOC, appellation d'origine contrôlée. C'est-à-dire il faut qu'elle provienne du Sri Lanka parce que c'est là la source du Patparacha. Oui, mais il y a le Madagascar aussi. Il y a le Madagascar maintenant aussi, bien sûr. C'est un peu comme le birman Pigeon Blood et tout ça. Oui. Mais en principe, c'est une pierre qui provient du Sri Lanka avec une dose égale de ces trois couleurs-là dont on a parlé. Et en fait, il y a pas beaucoup de pierres sur le marché. Et quand c'est une pierre qui est plutôt grosse, quand je dis grosse, c'est à partir de 4 carats, est très chère. Et si elle est en plus non incluse, ce serait magnifique. Maintenant, il y a deux sortes de Patparacha. Il y a le Patparacha plutôt clair qu'on appelle Sunrise, et le Patparacha qui est un peu plus orangé qu'on appelle Sunset. Ouais. Voilà. Et c'est une pierre qui est très intéressante parce qu'elle présente beaucoup... Toi, tu représentes un poste qui s'appelle la magie des pierres. C'est tout à fait ça. Il y a une magie dans les pierres. Bien sûr. Et en parlant de Patparacha, entre guillemets, ça vient du sanskrit qui veut dire la couleur de la fleur du lotus au coucher du soleil. Voilà.
Donc vraiment, c'est une pierre rarissime et vraiment une pierre de collection aussi. Et après, voilà, on va parler des différents traitements où le traitement joue un rôle important dans la valeur de la pierre. En parlant de traitement, quels sont les types de traitements qu'on voit en général dans le marché? Bon. C'est vraiment important au niveau de la valeur de la pierre. Avant, on va pricing. distinguer le traitement de la pierre synthétique. Une pierre synthétique, c'est une pierre qui copie exactement la pierre naturelle, avec ses propriétés physiques, chimiques et optiques. Le traitement, c'est une pierre de qualité, disons, pas médiocre, mais on va dire, c'est une belle pierre, mais qui a besoin, comme qui dirait, un coup de pouce. Donc, historiquement... Donc, c'est à peu près comme le make-up voilà, en général. Tout à fait. Donc, historiquement, et c'est accepté worldwide, dans le monde entier, il y avait la technique de chauffe. On chauffait les pierres pour ce qui est saphir ou autres pierres fines et rubis. Mais ce n'est pas le cas de l'émeraude. On va parler du traitement de l'émeraude juste à part. après, voilà. Et donc, ça, c'était le traitement de base. Et en comparaison à une pierre qui n'a pas été touchée, qui a juste été taillée, ce qu'on appelle no heat, no treat, il y a une différence dans les prix qui est vraiment substantielle. Après le traitement de chauffe avec la technologie et ce genre de choses, il y a eu de nouvelles apparitions, comme par exemple une sorte de technique de chauffe au beryllium, la diffusion, ce qu'on appelle la diffusion. Et on en voit beaucoup dans le marché. Énormément. Oui. Et c'est une sorte d'irradiation, une technique de chauffe. La diffusion est pour moi inacceptable parce que c'est en fait, on induit la couleur à la surface seulement. Donc si on est obligé de retailler la pierre, c'est fini, la pierre est foutue. Mais on peut l'induire en profondeur aussi. On peut l'induire en profondeur, et this is the beryllium treatment. Ok. Encore plus bas que le beryllium serait le lead glass filling, où on injecte dans une pierre... catastrophique. Et c'est une catastrophe. Là, on injecte surtout pratiqué sur les rubis, mais ça se passe aussi sur les saphirs et parfois même sur les émeraudes, mais très rarement. D'accord. On est en train d'injecter à l'intérieur un produit colorant et lourd, le lead glass, qui change complètement l'apparence d'une pierre. Au départ, quand c'est apparu sur le marché, avec les gens qui veulent faire de l'argent, usually, you have to disclose your treatment. Ouais, ils n'ont pas donné ça. Oui. Ils n'ont pas dit ça. Et donc, beaucoup de gens se sont fait avoir. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Ouais. Et ils ont acheté surtout des rubis d'Afrique qui sont de très, très basse qualité, qui sont très incluses avec des fissures qui arrivent à la surface, parce que sans les fissures qui arrivent à la surface, on ne peut pas faire entrer un produit à l'intérieur. Et donc, nous avons devant nous une pierre qui est magnifique, qui est très belle par rapport à ce qu'elle était, et qui est beaucoup moins chère que la pierre naturelle qui n'a pas été touchée, mais elle est beaucoup plus chère qu'une pierre. Bien sûr. Donc, ils ont rempli un gap, un trou, où les gens sont prêts à dépenser en se disant « Ah, j'ai fait une très bonne affaire ». Mais en fait, quand ce procédé est arrivé sur le marché et que ça a été découvert par les laboratoires et par beaucoup de professionnels qui ont haussé le ton à ce niveau-là, les prix ont chuté tout de suite. Les prix ont chuté et maintenant, ça se vend pour rien. Ça se vend au prix d'une peut-être $10 le carat, $3 le carat des fois. D'accord. Ouais. Et les consommateurs sont-ils informés par ces types de traitements dès qu'ils achètent par exemple une pierre chez un négociant A ou chez un joaillier B ou encore dans un marché alpha? Alors, la vieille école, il faut faire confiance à son joaillier et le joaillier s'amuse avec le client. Mais la confiance n'a pas toujours sa place parce qu'un joaillier peut se faire avoir aussi. Tout à fait. Ouais. Maintenant, nous avons la chance d'être beaucoup mieux informés. Monsieur Landa peut aller sur Internet et trouver tous les renseignements dont il a besoin. Et ce qui est une très bonne chose, parce qu'on arrive à un point où il y a un marché pour tout, c'est vrai, mais il faut que chaque traitement ait sa place dans le marché. Il y a un marché pour tout.
si on veut vendre des pierres traitées, il faut dire, moi, je suis en train de vendre des pierres traitées. Je ne peux pas dire que c'est une pierre qui n'est pas traitée. Mais il faut dire le type de traitement. Exactement. You have to disclose all the time. This is very important. Il faut toujours dire en fait, ne pas le faire est, je dirais pas illégal, mais c'est de la fraude. C'est illégal à la longue. Et ok, par rapport à un achat, disons un consommateur arrive, il achète une bague avec un saphir, disons de 3 carats. Ok, et le joaillier lui dit ok, c'est un saphir, c'est juste un saphir sans donner le type de traitement. Parce qu'il y a certains qui demandent juste ok, la bague c'est quoi la pierre qui est dans la bague. Ouais. On leur dit ok, c'est un saphir, mais il doit y avoir un certificat ou pas. Vous exigez un certificat ou pas? Personnellement, la manière avec laquelle je traite en tant que négociant, toutes les pierres, tout ce qu'on appelle des grosseurs, à mon avis, à partir de 2 carats ou 1,5 carat, et dépendamment de la qualité de la pierre, devraient être certifiés. Certifiés, c'est-à-dire, on va dans un laboratoire réputé où on donne la pierre, parce qu'il y a des laboratoires... oui, bien sûr, il y a de tout maintenant. Il y a de tout. Ouais. Mais on va dans un laboratoire réputé, et ils sont connus un peu partout dans le monde. On dépose cette pierre sous un numéro, parce que la personne qui est en train d'examiner cette pierre n'est pas censée savoir qui est le propriétaire pour qu'il n'y ait pas de... Donc, et le laboratoire doit faire son métier en identifiant la pierre et les traitements qui ont été faits dessus. Enfin, il doit c'est une pièce d'identité, le certificat. Il doit tout montrer. Et quels sont les laboratoires qui sont réputés d'après vous? Citez-moi quelques-uns, je sais qu'il y a... Il y en a beaucoup. Certains ne sont pas réputés, mais qui sont très forts. Exactement. Mais les plus réputés, moi, à mon avis, c'est bien sûr, en tête de liste, c'est SSEF et Gublin, en Suisse. Puis nous avons aussi GRS, Christian Dunègre, Bellerophon, AIGS. Tout ça, ce sont des laboratoires. Il y a aussi un laboratoire... Lotus. Exactement, que j'adore, qui est très spécialisé dans les rubis et saphirs. En spinel. Lotus, oui, et exactement. En spinel aussi, ils sont très forts. Que j'adore vraiment et que je certifie souvent là-bas. Et il y a Guild aussi, qui est très bien. Il y a pas mal de laboratoires. Exactement. Alors, donc... Excuse-moi, petite parenthèse. Le GIA, qui est un laboratoire très réputé, est très fort dans les diamants. Et à mon avis, pourtant je suis un produit du GIA, j'ai fait mes études là-bas. À mon avis, dans les pierres de couleur, il vaut mieux aller vers SSEF ou Gublin. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. C'est méchant ce que je dis, mais c'est la vérité. Là, je ne peux pas me positionner là. Ok, alors les clients en général, ici, parlons du marché libanais, ils ont toujours un certificat dès qu'ils font un achat ou juste par écrit? Vaste question, et très épineuse, et très importante aussi. Comment vous trouvez le marché libanais avant de passer à cette question? Le marché libanais est un très joli marché. Où il y a de tout. Il y a de tout. Okay. Mais il y a aussi, quand on dit il y a de tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Ouais. Et souvent, le mauvais prime sur le bon, malheureusement. Mais par exemple, actuellement, nous n'avons pas de laboratoire au Liban. Okay? Et ça, c'est une chose qui est inadmissible. On devrait avoir un laboratoire pour les diamants et un laboratoire pour les pierres de couleur. Maintenant, les gens disent, oui, c'est un petit marché, on ne peut pas... Mais en fait, non, ce n'est pas un petit marché. Parce que le laboratoire accepte toutes sortes de clientèle. Et en plus, nous avons de nombreux bijoutiers au Liban. Tout à fait. Et c'est vraiment important d'avoir un laboratoire. Toutes sortes de clientèle. Aujourd'hui, il y a des dames qui achètent des pierres et bon, elles font confiance à leur bijoutier, à leur joaillier. Il y a toujours quelqu'un qui va venir casser du sucre sur le dos de ce joaillier. Hey, ta pierre, elle est ceci, elle est cela. C'est tout le temps comme ça. Qui va trancher? Il faut un laboratoire. Bien sûr. Donc déjà, la clientèle privée peut faire marcher ce laboratoire à très grande échelle. Et on ne peut pas. Il faut même, pour la chambre de commerce libanaise, pour les douanes au Liban, quand il y a un problème, quand quelqu'un, je dis n'importe quoi peut-être, quand quelqu'un essaye de faire passer de la marchandise sans déclarer,
à la douane et qu'il se fait prendre, qui c'est qui estime cette marchandise? Il faut des laboratoires, il faut des experts. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, un laboratoire au Liban est très important. Et vous pensez qu'il y aura un laboratoire dans les années à venir? Ou ça prendra énormément de temps? Ça fait des années que moi et certaines personnes, on travaille dessus. On travaille dessus. Ben oui, ça va venir. Parce qu'au Liban aussi, on a des très grands joailliers. On ne va pas y échapper parce que maintenant, tous les grands joailliers sont en train d'acheter des pierres certifiées. Des grands joailliers qui sont à l'échelle internationale aussi. Tout à fait, de renom, ne travaillent que sur des pierres certifiées et pas n'importe quel certificat. Oui, bien sûr. Parce qu'après, il y a une grande différence de prix quand on dit un saphir qui est non chauffé et un saphir qui est chauffé et un autre qui est juste traité par diffusion. Donc le prix est significatif. Tout à fait. Ouais. Je donne un exemple très, très, très simple. Si je suis en train d'acheter des pierres, disons je suis au Sri Lanka et je me retrouve à Ratnapura dans les mines où il n'y a pas de laboratoire, ou bien dans le marché à Beriwala. À Beriwala, Guild existe. Bellerophon existe à Colombo. On est obligé de prendre la pierre. Oui, petite parenthèse, excuse-moi, je sais très bien que tu adores Bellerophon, que chaque fois tu insistes. J'aime bien ce laboratoire. Oui, oui. C'est un laboratoire français. D'ailleurs, il y a le LFG. D'ailleurs, il y a le LFG, le laboratoire français de gémologie, que moi aussi j'adore. Qui est un excellent laboratoire qu'on a oublié de mentionner. Mais Bellerophon est apparu il n'y a pas longtemps sur le marché. Ce sont des professionnels. L'essentiel pour un laboratoire, ce n'est pas d'avoir de bons techniciens seulement, parce qu'il y a les techniciens, il y a aussi les machines sur lesquelles ils travaillent. Il faut la spectro et tout. Il faut avoir des archives. Ouais. Des archives qui remontent à 50, 60 ans, 70 ans. C'est-à dire qu'aujourd'hui, un nouveau venu sur le marché va trouver beaucoup de problèmes pour identifier un saphir du Cachemire, parce que c'est une mine qui est éteinte, ou bien un rubis du Siam, qui est une mine aussi éteinte. En parlant de saphir de Cachemire, la valeur, là, elle est explosive, non? Tout à fait. Tout à fait. Déjà, on en trouve ou pas, d'une certaine région, qualité? On en trouve chez certains collectionneurs. We find old mine. Donc, par exemple, si on a un saphir de Cachemire de 2 carats et un autre de Ceylan, la différence au niveau du prix? C'est-à-dire que le Ceylan, c'est une très, très belle pierre, mais qui se trouve sur le marché. Okay. Les mines sont très riches, elles sont en train toujours de donner des saphirs et il y en a tout plein sur le marché. Aujourd'hui, un Cachemire, la mine ne produit plus. C'est une mine qui est fermée. Donc, trouver un Cachemire, on va probablement trouver ça chez une vieille dame sur une vieille bague, ou alors chez un joaillier qui a sa propre collection. Enfin, we call them old mine. Old mine. Et ça s'applique pour les émeraudes, pour les rubis, pour les saphirs. Ça donne beaucoup de valeur. Imaginez, on trouve une pierre qui est magnifique, qui n'est pas chauffée, qui n'est pas traitée. Old mine, ça vaut une fortune aujourd'hui. Parce qu'on ne trouve pas. C'est comme les pièces de collection. Plus elles sont rares, plus elles sont chères. Mais après, il y a certains clients qui viennent te disent, OK, ce saphir est un saphir X qui vient de, par exemple, je donne un exemple de Ceylan, il est beaucoup plus beau qu'un saphir de Cachemire. Mais quand tu leur dis, OK, le saphir de Cachemire, il a une grande histoire, c'est le plus recherché. Ouais. Ah, OK, donc il faut investir dans le Cachemire. Tout à fait. Là, il y a la notion d'origine. Donc, pensez-vous alors là que l'origine a vraiment un impact sur le prix, joue un rôle important? À 100%. Et il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, les laboratoires sont très pointus. Les laboratoires de renom qui ont des archives, okay, ils arrivent à non seulement donner l'origine de la pierre, mais aussi à dater l'âge de la pierre. Ça, c'est magnifique. Et quel laboratoire le fait en général au niveau de la datation? Plutôt SSEF. OK. Maintenant, sur le marché, SSEF, tous le font. Parce que je suppose qu'il doit y avoir une sorte de... Vous pensez que ça sera plutôt des collectionneurs qui seront intéressés ou bien des clients particuliers? Ça dépend. Certains clients sont très pointus. D'accord. Je ne vais pas dire que ce sont des collectionneurs, mais ce sont des gens très pointus. Okay. Et en réalité, on oublie une chose, c'est que dans les pierres de couleur, ce qui prime, c'est la couleur. Bien sûr. Je peux
tomber amoureux d'une couleur. Je vous montre cette pierre. C'est quoi ce truc? Moi, ça m'intéresse. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se c'est une partage question, pas, oui. ouais. On revient toujours au thème de la magie des pierres, n'est-ce pas? Et, excuse-moi, Jean. Donc, oui. pour valoriser une pierre, le premier critère à prendre en considération, surtout au niveau d'une pierre de couleur, d'après vous, c'est la couleur. Dans les pierres de couleur, il y a un peu... Qu'est-ce que vous regardez en comme premier? Comme les diamants. You have the four C's. Okay? D'accord. Mais la première des choses que je regarde, c'est la couleur. Ouais. La couleur, puis tout de suite, la taille. Est-ce qu'elle est bien taillée, mal taillée, bien proportionnée? Est-ce que la table est bien centrée? L'angle de la couronne est valable? Est-ce que le pavillon est trop profond? C'est-à-dire que le poids va dans le pavillon et pas dans la largeur et la longueur de la pierre. Ce qui est vraiment important. Ouais. Ce qui joue beaucoup. C'est-à-dire que souvent, on peut mettre deux pierres, disons, de 5 carats. Une a le look d'une pierre de 3 carats parce qu'elle est très épaisse, et une autre a le look d'une 5 carats ou même d'une 6 parce qu'elle est moins épaisse. Généralement, ce que moi j'aime... Est-ce que beaucoup de clients oublient ce facteur-là? Et souvent, ils ne le savent pas. Voilà. Parce que généralement, les lapidaires essayent de gagner du poids sur leur pierre. Donc, parfois, ils taillent mal. Pour d'autres raisons aussi. Parfois, parce que la concentration de couleur se trouve dans le pavillon. Et donc, ils sont obligés de faire un pavillon qui est épais et beaucoup plus gros qu'il ne le faut. Mais à mon avis, une belle pierre, quand on va apprécier une belle pierre, bien sûr, il y a la couleur, il y a les proportions de la pierre. Moi, les proportions pour moi qui sont idéales dans une pierre de couleur, c'est que la profondeur totale de la pierre, de la couronne jusqu'à la pointe du pavillon, ne devrait pas dépasser les 60-65%. Parce qu'elle lui donne plus de vie aussi à la pierre. Voilà, elle ne devrait pas dépasser les 60-65% de la longueur de la pierre. Ok. Donc il y a des proportions qu'il faut respecter. Mais après, en bijoux, parfois le sertissage joue un rôle important en faveur des bijoutiers. Beaucoup, et parfois, il y a des bijoutiers vraiment de renom et qui sont de vrais artistes qui savent changer une pierre qui n'est pas vraiment belle, avec un joli montage autour, en une pierre qui est magnifique. Après, c'est comme dans le fashion, c'est comme une personne qui est sans habit. Ensuite, quand tu l'habilles, il change le look et tout. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, il est toujours nécessaire de voir la pierre à son état brut. Et ensuite, la voir après un sertissage. Exactement. Moi, personnellement, la manière avec laquelle je procède, je suis négociant en pierre. Je n'ai pas de stock de bijoux, mais j'aime travailler sur le custom-made. C'est-à-dire donc, tu préfères toujours vendre la pierre. Ce client particulier qui vient chez moi, je lui montre la pierre à nu, je lui explique ce que c'est. Expliquer aux gens, c'est pas de la prétention, c'est nécessaire. Parce qu'il faut que ce client sache ce qu'il est en train d'acheter, il faut qu'il soit bien éduqué. Et en fait, ça facilite notre travail en tant que négociant de pierres de couleur. Et après, on fait un brainstorming, on se penche un peu sur les goûts de cette personne, comment elle aimerait le faire. Souvent, je déconseille certains modèles. Parfois, on a une dame qui est courte, trapue, et on ne peut pas lui mettre elle n'a presque pas de cou, on ne peut pas lui faire des chutes de boucles d'oreilles qui sont... Non, est-ce que tu veux finaliser la vente? On finalise toujours à la longue. On finalise toujours. Oui. Ouais. Alors, en parlant d'origine, en 2015, il y avait un saphir qui a été analysé... Non, c'était lors de la vente de Christie's, qui a été analysé dans 3 labos différents. C'est le même saphir. Je pense que c'était autour de... Je suppose ça a donné 3 origines différentes. 3 origines différentes. Il était analysé par SSIF, Actalab et le troisième, si je me rappelle... Actalab, c'est AGTA, c'est ça? Oui, exactement. American Gem Trade Association. C'est ça. Et le troisième, c'était AGL. Les 3 ont donné 3 origines différentes. Il y a dans le Burma, dans le Ceylan et dans le Madagascar. D'où l'importance des archives et de l'ancienneté du laboratoire. Parce que là, si on a le même saphir avec 3 origines différentes, qu'en est-il du prix? Le même saphir. Pour moi, bon, l'origine est importante parce que
ça fait partie de l'historique de oui, la mais au niveau pierre. du marketing, Au niveau du marketing, bien sûr que important. l'origine joue beaucoup. Mais à mon avis, quand certaines mines commencent à dépérir, à ne plus donner, on retrouve sur le marché les pierres plutôt, disons, commerciales. Et à mon avis, pour moi, une belle pierre est une belle pierre, indépendamment de l'origine. Exactement. Pour moi, l'origine joue, c'est joli. Mais il a un impact vrai, il influence vraiment et c'est un facteur très important. Il a une influence parce que c'est un outil marketing que beaucoup de bijoutiers, de joailliers jouent dessus. Souvent, on me propose des pierres. Hier, juste hier, on m'a montré une grosse pierre, soi-disant une birmane, non chauffée, quelque chose de 30, 40 carats, quelque chose dans ces eaux-là. Mais c'est une pierre qui est affreuse. Oui. Elle est vraiment affreuse. Elle est mal taillée. La couleur est plutôt, elle penche vers le mauve plutôt que sur le bleu. Elle est incluse, mais d'une manière pas possible, avec des nuages blancs à l'intérieur et des glitters à cause des cracks. Mais c'est une pierre non chauffée. Elle est grosse et elle est birmane. Et le vendeur voulait jouer sur ces trois. Bien sûr, il va jouer sur surtout sur l'origine, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, moi, quand j'ai regardé la pierre, je me dis, c'est pas une pierre que j'aurais dans mon stock, ça c'est sûr. Donc pour moi, je n'ai même pas posé la question à propos du prix. Et puis à la fin, il me dit, tu ne veux pas savoir le prix? Oui. Après, l'être humain, il a toujours été intéressé par les origines, d'où on vient, comment l'univers a Mais c'est joli. Moi, j'aime bien l'historique d'une pierre. Bien sûr. Et il faut dire aussi que le passé géologique de la Terre est vraiment dynamique. Exactement. D'où la complexité au niveau du résultat de... Tout à fait. Je voulais en arriver là, parce que l'origine, en fait, quand on arrive à donner l'origine, cela joue aussi quelque part sur l'impact du prix, parce que souvent, là où nous sommes en train de prospecter pour trouver des pierres, il y a, par exemple, au Sri Lanka, c'est encore ce qu'on appelle le secondary mining, c'est-à-dire ce sont des pierres qui sont alluviales. Donc, to mine those stones is much easier. Ils ne sont pas encore arrivés au primary. Donc, il faut creuser, il faut utiliser des machines lourdes, il faut vraiment défigurer une montagne pour arriver à sortir ces pierres-là. Par contre, il y a le rubis du Greenland, qui pendant une certaine période a été très en vogue. C'est une pierre qui est incluse, qui donne de belles couleurs, mais le mining était tellement difficile, parce qu'on est au Greenland, au Groenland, et donc il faut attendre l'été et la fonte des neiges pour pouvoir prospecter dans des endroits très difficiles. Mining was very tough and very costly. À la longue, ils ont dû abandonner. Ils ont fait faillite. Wow. Ouais. Mais à ce qui paraît, c'était très inclus, non? C'était très inclus. Okay. J'en ai eu quelques pièces, surtout à l'époque où je collaborais avec Gembridge. Nous avons collaboré avec le Greenland Ruby Mine. Ils ont essayé ils voulaient profiter de notre plateforme pour se lancer un peu. Et j'ai eu l'occasion d'examiner certains spécimens. Les couleurs sont belles. Il y a du rose, il y a du rouge, mais très incluses. Ouais. Et il n'y avait pas vraiment de grosseur. J'imagine, mais la place des inclusions, on le verra surtout au niveau des émeraudes. Parfois, c'est un critère à prendre en considération. Il peut jouer en la valeur de la pierre aussi. Bien sûr. Généralement, on dit que une pierre qui est non incluse a plus de valeur. On est d'accord sur ça, même dans les émeraudes. Même. Mais aussi, ça dépend de la nature du brut. Parce que le brut, you have type 1, type 2, type 3. Et ça a à voir avec les inclusions. A type 3 stone is expected to be included. Tu vois? Et a type 2
Donc l'émeraude, on le met en type 3. De 1 à 3. Parce que il y a de tout. Mais en général, 85%, ils sont 90% oui, même. Ouais. Tout à fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles on avait parlé de traitement, on n'avait pas parlé du traitement de l'émeraude. Oui, mais on parlera de l'émeraude. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles les émeraudes sont traitées d'une manière différente. Généralement, elles sont à 90% huilées. Et il y a un autre procédé qui n'est pas du lait de glace, qui est du filling. Filling, there's a filler, un filler synthétique qui peut être du silicone, ça peut être toutes sortes de choses. Et là, après, la résine, ça cache beaucoup. La résine, ça cache beaucoup. Ça, c'est pas acceptable. Non, c'est pas acceptable, mais beaucoup de gens ne savent pas. Parce qu'il y a une différence significative au niveau du prix. Et quand on envoie une pierre, exactement, et quand on envoie une belle émeraude au laboratoire, le laboratoire peut détecter tout ça. Certains laboratoires te diront presence of fillers, mais ils ne précisent pas quelle sorte de filler. Il faut exiger du laboratoire. Bien sûr. Parce que le prix change. Le prix change, bien sûr. Le prix change. Et parfois, tu as des gens qui viennent avec des émeraudes. Oui, on a une émeraude, mais quel type de traitement? À quel point il a été traité? Quel degré? Parce qu'il y a insignificant, no oil, minor, moderate, and significant. Et c'est vraiment important de le mentionner, ce que la plupart des gens ne le font pas. Donc, l'exigence d'un certificat. D'un certificat et de la présence de laboratoire. Ça, c'est vrai. Et il y a autre chose aussi, c'est que souvent... excuse-moi, Jean. Oui. Et par rapport au traitement aussi, l'huile, on peut le rehuiler avec le temps. Par contre, la résine, c'est fini. Et si c'est une fois qu'elle est dedans, elle est dedans. Et si c'est une résine de mauvaise qualité, elle va jaunir avec le temps. D'accord. Et donc, elle va altérer la couleur de la pierre. OK. Voilà. Et bien sûr, il faut que les fissures à l'intérieur arrivent jusqu'à la surface pour pouvoir faire entrer un produit à l'intérieur de la pierre. Il y a une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir. C'est que souvent, moi, en tant qu'expert légal auprès des tribunaux libanais, ça me fait rire. Ça me fait rire, ce titre me fait vraiment rire. Mais bon, c'est une de mes fonctions. Je reçois souvent des gens qui, bon, ils ont eu un décès en famille et ils ont hérité et ils veulent départager entre frères et sœurs. Et on me montre, par exemple, un saphir. Ça, c'est le saphir de maman ou le rubis de maman. Il vaut une fortune. En fait, it's a glass imitation. Et tu leur dis, c'est un synthétique, c'est un morceau de verre, c'est pas un rubis. Comment? Mais il est ancien. Mais bien sûr, il est ancien. On est d'accord sur le principe. Mais déjà les synthétiques et les imitations datent de 100 ans déjà. Donc, et les gens sont étonnés. C'est pour ça, même dans certains cas, il ne faut pas hésiter à envoyer, s'ils ne veulent pas démonter le bijou, parce que c'est un bijou ancien, à envoyer le bijou entièrement au laboratoire. Et ils sont capables à ce moment-là d'estimer le poids, la valeur, ce que c'est comme... Après, juste ici, à côté du Liban, il y a un laboratoire qui est connu et vraiment, il est bien. C'est un laboratoire grec, oui. IGL. Il est très bien. Et puis, je pense que tous les Libanais qui n'ont pas l'opportunité de les faire certifier, soit à Dubaï, soit dans d'autres pays, ils peuvent partir aussi en Grèce. C'est un peu plus facile et plus proche. Malheureusement, pour nous, on est obligé de voyager pour faire certifier nos pierres. Souvent, on va à Dubaï, ou bien en Europe, ou bien au Far East. Ouais, mais malheureusement, ici, on n'a pas encore cette culture, cette notion de la transparence. Et ça se retrouve partout, pas seulement dans le domaine de la bijouterie. Mais je trouve qu'on ne va pas pouvoir y échapper. De plus en plus, il faut aller vers la transparence parce qu'on a beau faire le malin, ça va finir par te sauter au visage. Et donc, il vaut mieux être transparent et vraiment dire ce que nous sommes en train de vendre. On ne sait pas, on envoie au laboratoire. On espère qu'un jour, ça ira. Ça va venir. Ça va venir. Avec un peu de persévérance, ça fait peut-être 15 ou 17 ans que je demande au syndicat. Ça sera sûrement à mon époque. Et j'espère bien. Ou à l'époque de mon fils, peut-être. Je ne sais pas. Qui est plus jeune que toi, d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui.
Ok, par rapport à l'émeraude de Colombie, au niveau des clients, c'est la plus réputée. Alors, qu'en est-il de l'émeraude de Zambie, l'émeraude de Panchir, l'émeraude russe et l'émeraude Swat, qui sont vraiment de belles émeraudes aussi. Mais quand on parle de Colombie, on parle surtout de museau Et de Shiva. Et Shiva, oui. Ouais. Donc là, et maintenant Coscuez. et surtout, il Ouais. y a certains clients, surtout dans le marché libanais. Ah, le museau, ahla wahde, quoi. Donc, Oui, parce qu'ils ont entendu ça pendant très longtemps. C'est comme nos grands-mères qui me disaient, ouais, tu sais, j'ai un diamant blanc-bleu, ça veut rien dire. et les ambiennes sont très belles, par contre. Oui, Oui. oui. Et Ma ça grand-mère revient me à ce que disait, j'ai tu un as diamant dit. blanc-bleu, ça veut rien dire. Oui. Blanc-bleu, c'est un diamant de couleur moyenne avec une très forte fluorescence. La fluorescence dans certaines pierres est recherchée, dans d'autres pas du tout. Tout dépend de la pierre. Maintenant, pour en revenir aux émeraudes, c'est un peu historiquement la Colombie qui était sur le marché la plus Les forte. conquistadors. Ouais. Exactement. Mais il y a aussi les Brésiliennes Ouais, les qui Brésiliens. sont, je parle des émeraudes, hein, pas des femmes. Non. Il y a aussi les Brésiliennes qui sont très très belles. C'est là ma. Et les émeraudes de Zambie aussi, les mines sont riches encore. Il y a beaucoup de mines et elles sont en train de donner pas mal de pierres. Quel est l'avenir des émeraudes colombiennes? Museau surtout. De nouveau, on revient au if you have an old mine, Muzo or Shivor, you're a king. Mais Shiva, on ne le mentionne pas souvent au Non, niveau parce de... Ils mettent colombienne. Il aime colombienne, voilà. Oui. Mais ça reste... Mais je pense que, je ne sais pas si on est en train encore de découvrir vraiment des poches qui sont riches. Un jour ou l'autre, la montagne va ne plus pouvoir donner parce qu'ils ont tellement Oui, creusé. Et c'est là qu'on parle de rareté géologique. Exactement. Il y a la rareté géologique et il y a la rareté commerciale. Deux facteurs à prendre en considération. Et là, nous sommes souvent au niveau de la rareté commerciale parce qu'il y a des pierres qui sont vraiment rares au niveau de la géologie, même dures à extraire et tout, difficiles à extraire, mais qui n'ont pas une valeur importante dans le marché. Par ailleurs, nous avons certaines pierres qui sont produites dans la plupart des pays. Bon, donnons l'exemple d'un diamant blanc. Il y en a tellement dans le marché et ils ont plus de valeur. Si je peux ouvrir, si je peux intervenir et t'interrompre. Le cas du diamant est un peu particulier parce que pendant des années, des décennies, le marché était contrôlé par la De Beers, qui commence un peu à perdre un peu de terrain, surtout qu'avec les mines d'Australie, les Argyle Mines qui ont fermé, et les problèmes avec la Russie, qui est un des principaux producteurs de diamants, et historiquement l'Inde. Bon, il y a des changements. Mais disons que dans le cas précis du diamant, c'était contrôlé par la De Beers. Mais si on veut revenir aux pierres de couleur, d'accord, tu as parlé de rareté commerciale et it's right on point, c'est un excellent point. Prenons l'exemple du zircon. Avant d'arriver là, je vais te dire une chose. La rareté commerciale, elle vient de quoi? Elle vient de l'offre et de la demande aussi. Oui. Et d'une chose où les producteurs de mines, les miners, qui mettent sur le marché leur production, jouent sur un facteur très important. Les gens ne réalisent pas. Une mine, quand elle commence à donner, elle donne des pierres commerciales, des pierres de basse qualité et bien sûr des pierres qui sont rares. Donc, pour pouvoir faire marcher ce genre de choses, de temps en temps, on jette une belle pierre exceptionnelle pour attirer, comme on dit, pour attraper le chaland, n'est-ce pas? Et bien sûr, on essaye de vendre tout ce qui est commercial et tout ce qui est plus ou moins disponible et, je veux dire, entre parenthèses, entre guillemets, à bon prix. Une fois que la demande est là, ce qui était à bon prix commence à prendre de la valeur. Ce qui veut dire que la pierre exceptionnelle a pris encore beaucoup plus de valeur. Maintenant, quand on fait des auctions, comme on dit en français, les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères pour le brut. Alors, figure-toi que ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils choisissent
quelques gros acheteurs. Et ces acheteurs-là examinent la marchandise et c'est celui qui offre le plus qui prend la production. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces acheteurs-là sont notés A, B, C, A, B, C, D. Et quand tu obtiens, disons, 2 à 3 reprises une note basse qui est un C ou un D, la prochaine fois, on te dit, tu sais, laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc, les acheteurs sont en train de surpayer une production. Et donc, les prix sont en train de monter. C'est ça un peu, pour en revenir au jeu de la rareté commerciale. Oui. Parce qu'il y a d'autres pierres qui sont magnifiques, qui ne sont pas en vogue. Le zircon, la tanzanite, qui sont actuellement pas en vogue. Le zircon, il est différent du cubic zirconia. Le zircon, c'est une pierre naturelle. C'est une pierre qui est malmenée, à mon avis. Elle est sous-estimée. Il y a le zircon naturel, bien sûr, qui est de... En fait, c'est la pierre la plus ancienne. Elle a toutes les couleurs, en général. Elle a toutes les couleurs. Et surtout, le bleu, le bleu est magnifique. Mais elle est confondue, parce que dans le marché, on dit communément, oui, c'est une pièce sertie de zircon. Zircon, si tu veux, dans le subconscient en général, c'est une pierre synthétique qui remplace le diamant. Mais en fait, it's a cubic zirconia. Le cubic zirconia, c'est ça la pierre synthétique. Elle s'appelle cubic zirconia. Elle aussi, elle arrive en plusieurs couleurs. Et bien sûr, ça a beaucoup joué sur l'impact du zircon. Personnellement, au Liban, si je vais acheter du zircon naturel, je vais l'acheter pour ma propre collection, mais ce ne sera pas pour la vente. Penses-tu que c'est une pierre d'investissement? Ou bien, quelles sont les pierres d'investissement que tu pourras conseiller à une clientèle en particulier? Vaste question. C'est pour moi. Donnons 5 pierres d'investissement. Le top 5. Top 5. Déjà, bon. Avec le type de traitement ou pas, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours mieux quand une pierre est non traitée, non chauffée, bien sûr, elle a plus de valeur. Donc, mais au niveau des émeraudes, le minor oil, il est acceptable, il n'y a pas de souci. Tout le oiling est accepté, tant qu'on sait ce que nous sommes en train d'acheter au bon prix. Mais bien sûr, a minor or insignificant or no oil, c'est encore beaucoup mieux. Avec une belle couleur. Oui. Avec une belle couleur, bien sûr, un vivid green. Donc, ton top 5. Alors, bien sûr, il y a les usuels. On va parler du rubis, du saphir. Mais dans le saphir, parce qu'il y a autre chose que le bleu, il y a, à mon avis, il y a le patparacha. Oui, bien sûr. Le saphir rose actuellement est très recherché. Il y a eu dernièrement sur le marché... Voilà. Il y a eu dernièrement sur le marché le teal. Et le teal, je vais te raconter une chose. Il y a quelques années... Raconte plusieurs choses. 17 ou 20 ans en arrière, quand on achetait des saphirs et qu'on avait du teal, surtout provenant d'Australie. Le teal, c'est du greenish blue en général. Alors, c'est aussi un mélange de jaune et de bleu. D'accord. OK, et de vert. C'est un peu comme dans le patparacha, mais souvent, they call them parti-colored or bicolor, parce que souvent, les zones de couleurs sont bien prononcées. Il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu. Nous, à l'époque, on rejetait ce genre de pierre comme étant pas belle. Et finalement, pour pouvoir acheter une production, on achetait ça. On achetait le prix par carat, on les achetait à 25, 30, 50 dollars si la pierre est. Et maintenant? Par carat. Maintenant, à moins de 2000 dollars, personne ne te dit bonjour. Parce que c'est la loi de l'offre et la demande. On lui a trouvé un trade name, teal. C'est une nouvelle invention, teal. Donc le trade name a une influence au niveau du prix. Bien sûr. Il y a le trade name, on peut parler aussi, si tu as envie, des misnomers. Yani, les trade names qui sont, comme par exemple... Comme le pigeon blood pour le rubis, par exemple. Comme le balas ruby, qui en fait est un spinel rouge. Exactement. D'accord. Bon, moi, tu me parlais aussi, à part le saphir, moi je te parle du spinel. Il y a ce qu'on appelle le Jedi spinel, qui est une pierre rouge, un spinel rouge qui vient de Birmanie. Tu connais l'histoire du Jedi? C'est Star Wars? C'est avec le Star Wars il est intouchable. Tu connais l'histoire? Parce que Dark Side. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Vincent Pardieu une fois à Bangkok. Et lui, d'ailleurs, il le met sur son site. Il a raconté son histoire. Lui, c'est un field gemologist. Et il avait Henry Ho, qui est très fort à Bangkok.
lui avait demandé d'aller en Birmanie et de lui trouver et d'acheter pour lui des spinels rouges, mais il ne voulait pas des dark spots. Il voulait, parce que le spinel de Birmanie, quand il est rouge, souvent il y a un peu de brun dedans et on appelle ça dark spot. Il ne voulait pas de ça. Il voulait une couleur criante. Okay. Donc il fallait trouver des spinels rouges qui sont avec une très forte fluorescence, donc prisés. Et il avait pris une boîte de cigarettes de Marlboro rouge et ils avaient fait un sample de couleur en mettant un brut sur cette boîte rouge en voulant ce rouge décoloré au soleil, okay. D'accord, qui était un rouge finalement très, très open. Et en nom de code, c'était l'époque de Star Wars, ils ont appelé ça Jedi. Et c'est devenu le Jedi Spinel. D'accord. Maintenant, chaque spinel rouge qui vient de Birmanie, on l'appelle Jedi. Ce n'est pas le cas. Oui, bien sûr. Quand on trouve du Jedi, et c'est très difficile d'en trouver, que ce soit du rose ou du rouge, ça c'est une pierre d'investissement. Et plus elle est grande, plus elle est grosse. Et le mahangué maintenant. Le mahangué en Tanzanie, pour le spinel, le spinel rose, il y a des couleurs qui sont... Et là, récemment, au niveau du marché, les prix sont... Les prix sont fous. Ouais. Les prix s'envolent. Donc maintenant, si on sait, et on sait bien acheter, on va vers le spinel. Donc vous savez sur quoi investir maintenant. Après, il y a la Paraíba tourmaline. Bon, c'est un peu too late, mais ça reste accessible. C'est un peu too late. Moi, à mon avis... Il y a le Lagoon qui est en train de prendre... Voilà, le Lagoon tourmaline. Qui est magnifique. Et le bubblegum pink donc, dans les tourmalines. Oui. Venez vite. Ouais, il y a pas mal de belles pierres. Il y a une pierre qui, à mon avis, aussi, on ne lui donne pas sa valeur. C'est le grenat, ce qu'on appelle le rose or pink garnet, which is not really pink. C'est un grenat rouge. Quoi, le Malaya? Le Malaya. OK. Mais quand on va vers les tons de rose, le rose soutenu, un vieux rose soutenu, légèrement, avec un peu de bordeaux, ce sont des pierres qui sont magnifiques. Parce que, le grenat est une pierre qui est plus... Après, il y a les grenats qui changent de couleur aussi. Bien sûr. Comme l'Alexandre. Mais en parlant de cette couleur-là en particulier, c'est une pierre qui a un très haut lustre, qui a une excellente hardness, très forte, qui ne sont pas incluses. Donc, une fois taillées, c'est des pierres qui ont un feu magnifique. Okay. Ça, they are really underrated. Quand on se lance là-dedans, moi, à mon avis, ça va talonner le spinel plus tard. Mais là, au niveau des grenats, on a la Zavorite qui est en train d'avoir une bonne place. Déjà, elle est hors de prix parce que aussi, il y a une palette de couleurs qui est très belle. Le vert soutenu fait de l'ombre à l'émeraude de haute qualité. Et elle est moins incluse en général. Exactement, elle est beaucoup moins incluse. Et le open color, ce qu'on appelle le apple mint green, est magnifique. Et ça va chercher des prix assez élevés. Et en parlant d'inclusion au niveau des émeraudes, on l'appelle le jardin d'émeraudes. Le jardin des émeraudes. C'est vraiment important et c'est très beau. Tout à fait. Donc, merci Jean. Mais je t'en prie. Vraiment, c'est à refaire. Avec grand plaisir. Et on espère voir plus de gens investir dans d'autres pierres qui ne sont pas les Big Four. Il faut juste avoir de la curiosité. Voilà, exactement. Posez autant de questions quand vous faites un achat. Ayez un certificat d'un laboratoire réputé. Et n'hésitez pas à poser des questions à d'autres négociants en pierres précieuses, des gémologues, des joailliers. Et voilà, soyez sûr de ce que vous achetez parce que c'est important. Et il y a aussi un truc à dire qui est vraiment important. Tout ce qui est rare n'est pas précieux. Tout ce qui est précieux n'est pas rare. Donc, achetez ce que vous aimez et où vous sentez exactement le coup de foudre. Et il faut savoir aussi choisir son certificat. Bien sûr. Parce que mon oncle, qui est dans le métier, m'a dit une fois une chose qui est très sympathique et qui m'a beaucoup collé à l'esprit. C'est qu'un certificat, c'est comme un bikini. Il montre tout sauf l'essentiel. Il faut regarder la pierre. Il faut voir la pierre. C'est vraiment important, oui. Mais c'est comme après sortir avec une personne sans la voir. Il y a le feeling. Oui, Quand on touche la pierre, c'est soit elle t'appelle, soit... Dans le jargon du métier, parfois, on les traite de prostituées parce qu'elles t'appellent ou elles ne t'appellent pas. C'est simple. Mais c'est à peu près comme l'histoire du Malaya Garnet. Voilà, tout à fait.
Bon, on vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.